Bienvenue dans cette nouvelle émission sur le média On est là, une série de 3 émissions dans laquelle nous interrogeons le programme des listes de gauche candidates à la mairie de Limoges à l'occasion des élections municipales qui se tiendront le 15 et 22 mars prochain. Cette émission est diffusée sur YouTube, mais est aussi disponible en audio sur SoundCloud. Le lien se trouve dans la description. Je précise que nous ne sommes pas des journalistes et que mener des interviews n'est pas notre métier. Ceci dit, nous ferons de notre mieux pour poser les bonnes questions et rendre cette émission la plus intéressante possible. Donc pour cette seconde émission, nous recevons la liste Rêvons Limoges, une liste citoyenne de gauche. Pour représenter cette liste, nous recevons la tête de liste Julie Benzoni, qui donc, à en croire le populaire, est une ancienne journaliste qui forme maintenant les agents publics et les magistrats à la prise de parole. Souhaitez-vous compléter votre présentation ? Ah non, elle est parfaite. Impeccable, ça me va. Et pour accompagner Julie Benzoni, nous recevons Tariq Alexandre Ali Ben Ali, à en croire nos recherches, consultant en relations publiques et communication. Souhaitez-vous étoffer votre présentation ? J'ai pas trop mis à jour mon profil LinkedIn, mais je dirais juriste et dernièrement, sur le sujet des relations institutionnelles avec l'État, un peu ça, oui. Eh bien, merci pour ces précisions. Tout de suite, pour commencer cette interview, si vous remportez la mairie, quelle sera votre première mesure ? Tu dis qui commence ? On tire à pile ou face ou... Shifumi en une manche ? Attends, 1, 2, 3. On fait Shifumi. Shifumi. Ah, mais tu l'as fait en même temps que moi. Shifumi. C'est moi. C'est toujours délicat de répondre à cette question, parce qu'en fait, ceux qui disent ça, c'est souvent pour des effets d'annonce, parce que souvent, le sujet urgent qu'on croyait voir venir en urgence électorale, c'est pas celui qu'on voit quand on est en urgence sur le sujet de gouverner. Mais de ce qu'on s'est mis d'accord, c'est la création d'un centre d'hébergement d'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour cela, il faut convier l'ensemble des acteurs associatifs, maraudes, toutes les personnes qui œuvrent sur ces sujets-là, professionnels comme agents publics, et leur dire « Mettez-vous autour d'une table, vous avez 6 heures, il faut lister l'ensemble des problématiques et trouver comment on crée des zones de dépendance pour que ces structures-là soient pérennisées et ne soient pas forcément dépendantes d'une mairie. » Donc c'est à la fois l'impulsion de la mairie, mais c'est à la fois quelque chose qu'on a envie de rendre indépendant, pour pas que ce soit pris par d'autres majorités qui un jour choisiront de l'enlever. Ok, donc on serait sur un système qui, un peu comme les plans grand froid, mais permanent. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un endroit où on peut se poser, où on peut manger, où on peut boire quelque chose de chaud, où on peut se laver et surtout où on peut rencontrer, discuter et avoir un espace de sécurité. Voilà, un espace où on peut se reposer. Et donc, on avait une thématique justement logement, donc je propose qu'on rentre tout de suite là-dedans. J'imagine que dans ce centre, vous envisagez donc de pouvoir héberger notamment les 40 enfants à la rue, comme l'ont dénoncé le collectif Aucun enfant à la rue, ainsi que les différentes personnes pour lesquelles le 115 n'a pas de réponse. Ce serait ça l'objectif ? Ouais, je peux y aller sur ça. En fait, pour remettre un peu en contexte, on a une personne qui est membre de Rêvons Limoges qui s'appelle Jean-Pierre Orfèvre, qui est une personne qui a cofondé depuis de très longue date l'association Les Autres, donc qui font des maraudes tous les vendredis soirs depuis une trentaine d'années. Moi, je fais partie de ces maraudes, et même avant la création du collectif Aucun enfant à la rue, on a vu de plus en plus, au début des familles à la rue, puis des familles avec enfants. À chaque fois, on s'apercevait que le 115, soit par un défaut de prise en charge de l'État, c'est-à-dire chaque fois finalement de décider plus ou moins, selon le volume de ce qui est ou pas permis en dotation financière d'accorder des places d'hébergement d'urgence, et en fait, les humains devenaient une variable d'ajustement. Donc au fur et à mesure, on a pu contacter les élus de l'opposition et de la majorité. Aucun n'a répondu favorablement à cette question. Seuls les députés Maudet et Meunier ont répondu à cette question et ont, pour certains, donné des dons pour permettre de loger ces personnes-là. Et au fur et à mesure, c'est devenu un collectif Aucun enfant à la rue, dont l'association Les Autres est partenaire. Et l'idée voulue par Jean-Pierre, lui, c'est de créer une maison du bonheur, donc, qui s'appellerait comme ça. Son idée, c'est vraiment d'avoir un endroit où on fasse juste toc toc toc. Il n'y a pas de conditions à remplir, en fait. L'humanité, elle ne se regarde pas sur un tableau Excel. Oui, parce que justement, là, le maire de Limoges,
il a été mis en avant pour ses propos, disant ces personnes-là sont dans une situation régulière, c'est pas de notre ressort. En gros, du coup, là, on parlerait de quelque chose où il y a un accueil inconditionnel, quoi. Ce serait ça? Ça vient chercher notre question d'humanité, en fait. Ça vient chercher de, au final, refaire des choix, des tris, des sélections, celui qui est digne d'être hébergé ou celui qui ne l'est pas. Et donc ça va nous chercher aussi, nous, sur notre posture d'être humain. En fait, quel choix on fait d'accueillir ou pas un être humain? Ah, t'as pas le bon papier. Ah, t'as pas la bonne coupe de cheveux. Ah, t'as pas les bonnes chaussures. Enfin, stop, en fait. Stop. Donc, on entend une mesure qui sera mise en place pour répondre à cette urgence d'hébergement. Mais pour aller plus loin, comment la mairie s'imagine-t-elle sur le sujet de l'accompagnement au logement, mais d'une manière pérenne? Le logement périn, la sécurité. Eh ben, il y a un très bon... sur la partie logement, tu as fait un peu dessus aussi. Il y a un très bon site qui s'appelle limoges2026.fr, sur lequel nous collectons les rêves des habitants et des habitantes, et sur lequel il y a notre programme là-dessus. Et en fait, c'est très compliqué de faire un programme limitatif sur la question du logement, parce qu'il dépend beaucoup de questions structurelles, comme quel est le rôle de l'État là-dessus, quel est le rôle de l'ANRU, et comment il façonne en fait des espaces, on pourrait appeler parfois un peu ségrationnés, je ne sais pas comment on peut le dire, mais où en gros, voilà, il y a ceux qui auront ces petits logements et puis il y a les autres. Et en fait, on pense peu à la question de l'habitat aujourd'hui, des modes d'habitat. Et nous, il y a deux sujets. Hein. Il y a notre choix à nous, c'est de prolonger et de défendre des assos qui sont reconnus de longue date. Donc Décide-moi un logement, c'est une asso qui travaille depuis longtemps sur le recours au droit d'allo. Et en fait, la principale problématique dans le recours à un logement sain, lutter contre les marchands de sommeil, lutter contre la précarité énergétique, en fait, c'est de donner quelqu'un qui peut permettre cet accès au droit. Et je pense qu'en tous les cas, nous, c'est ce qu'il y a dans le programme, de manière pérenne, c'est d'avoir le recrutement d'une personne au sein de la municipalité qui soit disponible sur rendez-vous et en mobile pour exercer ses recours d'allo et pour permettre de faire le lien avec l'ensemble des agents sur la question du logement pour, entre Limoges Habitat et la mairie, faire quelque chose. Et si on avait l'agglo, la deuxième mesure qu'on avait vue, c'était d'installer un comité des habitants. C'est-à-dire le comité des habitants, il a pour but de faire remonter l'ensemble des problématiques quartier par quartier, parce que très souvent, on vise que la précarité énergétique, on vise que la question du mal-logement ou du non-logement. Et parfois, on vit mal le fait, OK, il y a un nouvel enfant. Et c'est combien de temps de délai en fait, pour avoir un autre logement social avec nombre de chambres? En fait, on pense le rapport au logement que dans son instruction initiale, et pas dans l'évolution d'une famille, etc. Donc du coup, ces comités des habitants, ils ont pour but de montrer et de faire valoir ces espaces d'amélioration et de les travailler, quoi. Il y a une loi qui doit être votée là aujourd'hui. Qui est soumise au Parlement. On est le 12 là. Oui, sans que nous ayons vu si la loi est passée ou non. C'est une loi qui a pour volonté de donner aux maires et aux mairesses le pouvoir de réquisition de logements. Est-ce que la mairie de Limoges, si elle était amenée à être emportée par vous, utilisera la réquisition? Alors, je peux? Je vous en prie, ça repose. En fait, pour moi, il y a deux questions là-dedans. Il y a une question d'urgence aussi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des personnes qui n'ont pas de toit? Et donc là, en tant que mairie, on a des leviers. Et la question de la réquisition, on sait qu'il y a des logements vides, on sait qu'il y a des logements vacants, pour X et X raisons, d'ailleurs. Est-ce qu'on passe par la force? Est-ce qu'on passe par la réquisition forcée? Ou est-ce qu'on passe par la discussion, la motivation, l'explication, la pédagogie? Alors ça paraît un peu moins immédiat, un peu moins strass et paillettes. Voilà, c'est moins dans la démonstration de force. Mais toutes les questions de logement, on les inscrit aussi dans un temps long. Donc, aller chercher une réquisition dans l'urgence, oui. Aller chercher des réquisitions qui ne vont créer que des situations conflictuelles et temporaires,
en fait circuler pour mieux sauter, le conflit il sera toujours là. Donc ce serait imaginé pour par exemple répondre à ce plan de loger tout le monde de manière urgente, utiliser la réquisition dans ce cas-là, mais pas l'utiliser dans un contexte de réhabilitation des logements dans les villes. Est-ce qu'on a exploré d'autres pistes ? Est-ce qu'on a mis autour de la table aussi les propriétaires de logements vacants pour entendre leurs difficultés, le pourquoi ils étaient vacants, et à ce moment-là, et là on retravaille ensemble pour dire ok, on a des gens qui ont besoin d'un logement, vous n'avez personne dans le vôtre, comment on construit quelque chose ensemble. Très bien. Vous voulez développer encore ? Non, allez-y. Parce que dans la continuité du logement, donc là, on a des situations pour que les gens aient un toit sur la tête. Maintenant, une fois qu'on a un toit sur la tête, on n'est pas à l'abri d'une augmentation de loyer, d'imprévus, voire d'expulsion à cause de charges locatives trop élevées. Envisagez-vous des mesures telles qu'un plafonnement des loyers, des choses pour permettre, du coup, dans ce sens, d'habiter sur le long terme, en fait, l'espace choisi et l'espace voulu par l'habitant? Moi, j'ai pas de réponse à cette question. En fait, j'ai une réponse culturelle de gauche qui est oui. Et c'est pas une question. Par contre, dans les différents tafs que j'ai eus, c'est en voyant l'ensemble des éléments qui sont devant toi que tu sais réagir à cette question. C'est-à-dire, c'est qui est compétent, comment ça se met en place. Nous, on a voulu monter on y reviendra peut-être, mais un collectif pour penser le rapport démocratique à l'expression de nos corps défendants face à un système d'oppression, en gros. Mais la question du logement, je pense que c'est une question vraiment qui mérite à la fois de se poser les conditions qui amènent à cette question-là, c'est-à-dire comment tu prévois en fait qu'il n'y ait pas ces questions d'évolution de charge. Et en fait, il y a un système qui, à mon avis, moi je suis un peu d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, nous on pense beaucoup qu'il y a un levier institutionnel très fort dans une mairie politique. Et c'est-à-dire de dire, voilà, vous avez des choix en fait. À 3 mois, on fait une première réunion. Soit vous dites oui, soit vous dites non pour remédier à cette situation. Au bout de 6 mois, on vise plus haut. Si au bout d'1 an, il n'y a pas de résultat, mais là, dans ce cas, on prend des mesures fortes. Mais l'idée, c'est de toujours privilégier au début la discussion, surtout quand on arrive en mairie, qu'on est jeune, histoire de ne pas se faire ses ennemis trop vite, parce que parfois, c'est dans la coordination qu'on peut arriver à faire des choses, pas trop toujours dans l'affichage, c'est pour ça que je te rejoins tout à fait. Donc la réponse est oui, parce qu'on ne laisse pas des gens dépasser par des forces qui les assènent. Par contre, il y a un temps quand même de rencontre avant de dire, au fait, dès le début, ce sera comme ça ou rien. Donc maintenant, nous allons passer à un nouveau thème, qui est le thème de la démocratie participative. Oh, La démocratie. qu'est-ce que c'est ? Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Émile Rocher-Lamberti, il a créé les conseils de quartier. Ah, bon, on est sauvés alors. On voulait justement vous poser la question, pour vous, cette notion-là de démocratie participative, qu'est-ce qu'elle évoque ? J'y vais. Elle évoque quelque chose d'assez extraordinaire. Elle évoque une vraie chance que chacun ait sa place. Et le regret que j'ai, c'est qu'en ce moment, elle est mise à toutes les sauces. Et à force d'être mise à toutes les sauces, en fait, elle perd de son sens. Et donc nous, notre travail, il est énorme, c'est d'expliquer et d'expliquer encore ce qu'on entend par démocratie participative. Est-ce que c'est donner un blanc-seing et dire aux gens, voilà, dans une semaine, vous allez voter pour ou contre les bacs à fleurs au rond-point bidule. Vous avez vu, hein, on a consulté les citoyens, ils se sont prononcés, ils ont voté pour ou contre le bac à fleurs. Ah, c'est bon, on a fait de la démocratie participative. Ça me va pas et ça nous va pas parce qu'en fait, à part, là pour le coup, créer des frustrations et obliger une fois de plus les gens à se mettre dans quelque chose de clivant, ça crée rien de bon. Notre vision, nous, de la démocratie participative, ça va être comment on fait pour arriver à une décision. Tout le processus qu'il va y avoir avant le vote. Et du coup, justement, de manière concrète, comment vous comptez vous y prendre, avec quels outils, qui prendront quelle forme
il y a une histoire de travailler ensemble. Nous, on relie très fort la démocratie au lien social. Il ne peut pas y avoir de lien démocratique s'il n'y a pas de lien social. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens se rencontrent, se parlent, se connaissent avant de prendre une décision. Et c'est dans l'échange d'avis divergents, qu'après, on va pouvoir prendre une décision qui, là, va être acceptée par tout le monde. Typiquement, on prend un exemple d'aménagement dans un quartier. Voilà, conseil de quartier, il se réunit une fois tous les 6 mois, alors vous êtes pour ou contre le nouvel arrêt de bus. Très honnêtement, moi, tu me mets dans ce conseil de quartier-là, en fait, j'en sais rien si je suis pour ou contre l'arrêt de bus. En revanche, si j'ai pu entendre les avis des uns et des autres avant, travailler avec les autres, faire des temps ensemble sur... Moi, je le verrais bien là, l'arrêt de bus. Ouais, mais non, parce que si on le met là, du coup, les enfants, ils vont être obligés de traverser la rue à un endroit où il n'y a pas de passage piéton. Donc, ok, donc on réfléchit. Et la démocratie participative, et tu me coupes si jamais... voilà. La démocratie participative, elle va être intéressante aussi quand elle est portée, quand elle est créée, quand il y a une dynamique aussi avec les agents, et notamment les agents de la ville. Parce que moi, en tant qu'habitante, j'ai une expertise d'usage. Je sais que je prends mon bus à cet endroit-là, je sais que je traverse la rue à cet endroit-là. Mais je n'ai pas d'expertise technique. Ça, c'est l'agent de la ville qui l'a. Et donc, tout ce temps de réflexion, il va se faire en collaboration, en binôme ou en carré magique, et on y reviendra après sur la notion qui est géniale aussi. Il va se faire en collaboration pour que pendant les discussions, pendant qu'on réfléchit au truc, je vais, moi, arriver avec ma question de le passage piéton, il n'est pas au bon endroit, parce que dans mon trajet, en fait, je traverse en dehors des clous avec mes enfants et ça me pose un problème. Et là, l'agent de la ville a dit oui, mais on l'a mis là parce qu'il y avait une contrainte pour les voitures, pour qu'elles soient capables de voir le passage piéton. Ok, une fois qu'on a posé tout ça, là, on commence à toucher du doigt la démocratie participative qui va être le fait de travailler ensemble. Et va peut-être ressortir une solution, ou 2 ou 3. Et à ce moment-là, on votera. Ok, donc du coup, ce serait des sortes de réunions, enfin de carrés magiques si vous voulez plus en parler, où du coup, il y aurait des habitants, habitantes, et des personnes techniques pour que ça reste pas l'un ou l'autre, que ça communique ensemble sur des prises de décision, c'est ça? Une fois de plus, je pense, et moi ça me tiendra à cœur de reparler aussi du rôle de l'agent dans tout ça. Mais une fois de plus, on n'est pas là pour opposer les habitants aux agents, aux élus. Elle est là, cette notion de démocratie participative. Et pour moi, le rôle d'une municipalité, c'est de permettre cette dynamique-là, de permettre ce temps, en fait, qui est probablement un temps plus long. Après, il y a un cadre aussi, je ne sais pas si tu veux le rappeler, qui est la maison de la réparabilité. Oui, oui. Ces temps d'atelier, j'aime pas la notion d'atelier, ça fait très développement personnel. Tu vois, mais ces moments où on est là ensemble, ils sont pas n'importe où, ils sont dans les maisons de la réparabilité. Explique. Non, mais en gros, on pense que ce qui mine l'exercice démocratique, comme tout exercice démocratique, comme toute lutte, c'est qu'elle n'a pas d'endroit serein, sûr et permanent pour exister. Et qu'à chaque fois, on doit trouver des lieux pour se réunir, etc. Comme si c'était normal, en fait, d'être toujours en galère. Nous, on n'est pas du tout d'accord sur ça. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait de la mise en place de lieux qu'on pourrait qualifier d'autogérés, c'est-à-dire que dans chaque quartier, il y a la création d'une maison de la réparabilité. Cette maison de la réparabilité, elle a un but, c'est à la fois de réparer la démocratie, de réparer les gens, entre guillemets. Elle vient... Par ailleurs. Et quoi ? Et les objets. En gros, c'est l'idée de fonctionner par appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qu'on demande aux habitants, en lien avec les associations, de proposer ce qui, eux, correspond à leurs problématiques dans leur quartier. Dans cette maison de la réparabilité, l'objet principal, c'est la réparation, le réemploi, mais derrière, s'il y a un problème de garde universelle de l'enfant, elle peut se lier ici. Si on veut faire de l'éducation populaire, ça peut être ici. Si on veut voter, c'est ici. Mais en fait, si vous ne créez pas un lieu de rencontre sur tout sujet différent, vous ne pouvez pas vous exprimer démocratiquement parce que les 5 personnes qui sont venues sur la question de la mobilité ne vont pas rencontrer les 5 personnes qui sont venues sur la garde d'enfants. Par contre, si vous les mettez tous ensemble, peut-être que le trottoir en question, qui va permettre à des enfants de passer, mais en même temps à des vélos de passer, là, les deux vont se parler. Et donc nous, c'est dans ce cadre-là, concrètement, du coup, pour te répondre, qu'on veut instaurer des outils concrets de participation citoyenne
par 2 outils. Soit la première, c'est un budget participatif délégué, qui se travaille parce que c'est des sujets qui sont vus dans plein de villes, qui sont complexes à mettre en œuvre. Le premier sujet, budget participatif. Et 2, l'expérimentation de la votation citoyenne, mais en commençant par des tout petits sujets. Donc avec un pouvoir décisionnel. Quoi. Voilà. Et juste comment vous ferez, parce que du coup, il y aurait ces lieux et tout, mais s'il y a des gens qui sont pas au courant ou qui veulent pas venir, est-ce que vous irez au contact de ces personnes pour pas qu'elles soient esseulées, pour que voilà, il n'y ait pas des choses qui se passent sans leur consentement? Et aussi, est-ce que vous mettrez en place des outils pour les personnes non francophones ou les personnes qui sont sourdes, etc., pour l'accessibilité à tous et à toutes? Carrément. C'est dans le programme, c'est les brigades du lien social. Les brigades du lien social, donc ce sont des personnes qui viennent du quartier et qui se proposent d'appartenir à la brigade du lien social et qui peuvent du coup aller bénévolement voir les personnes du quartier isolées, seules, non francophones. Et en fait, le but d'une mairie, nous, vraiment le cœur de ce qu'on défend, c'est d'être un instrument de coordination, pas un instrument de pouvoir. En fait, si vous mettez les gens les uns avec les autres, moi j'ai déjà plusieurs personnes en tête qui savent très bien faire de l'interprétation en langue des signes, d'autres personnes que tu peux rencontrer dans ta maison, des réparabilités, des solidarités, on l'appelle à plusieurs endroits, mais qui vont dire « Ah mais moi je sais te réparer ça, mais tu viens d'où ?» En fait c'est la rencontre qui va créer la coordination derrière, et pas l'inverse. Si on veut tout de suite trouver des gens pour faire aller voir d'autres gens, ça ne marche pas. Et c'est accepter aussi que certaines personnes et certains habitants n'y croient plus. Parce qu'on n'a jamais été les chercher. Parce qu'on n'a jamais pris le temps, en fait, d'aller les rencontrer et de leur offrir la possibilité de parler. Et là, je reprends ma casquette et ce qui m'anime, c'est que c'est bon, tu as un avis, donne-le. Et puis la réunion, c'est à 18h. Hein. Puis alors, si tu loupes la réunion, c'est fini, tu pourras plus t'exprimer. On a plein de gens pour qui ça va pas être facile de faire ce premier pas, parce qu'on ne leur a jamais donné l'opportunité, parce que c'est pas dans la culture, parce que ça fout la trouille, parce qu'au final, à mon avis, il n'a pas d'importance. Hein. Je vois pas pourquoi on me demanderait mon avis. Et je trouve que c'est marquer un vrai respect aussi vis-à-vis des personnes, de leur dire « tu as le droit d'avancer à ton rythme ». Donc on viendra t'en parler, tu sais que tu es le bienvenu, tu sais que cette maison de la réparabilité, elle est ouverte. Et puis si 18h, c'est pas ton horaire pour toi, parce que tu as 85 ans et de 18h, tu as déjà ta journée dans les pattes et c'est tard ou que c'est ton émission de télé favorite. La brigade du lien social arrivera et elle permettra de faire le relais. Exactement. Et respectons aussi le rythme d'implication de chacun. On ne va pas être à forcer la main à des gens en disant « mais tu participes pas, mais alors tu n'es pas un vrai citoyen, alors tu es nul ». Enfin, la brigade du lien social, elle sert à ça. Elle sert à ce qu'on se connaisse, à ce que les membres de cette brigade-là soient en capacité d'identifier aussi dis donc, Josiane, on l'a plus vue à la caisse de la supérette depuis 3 jours. Ok, je vais faire un petit tour. Voilà. Donc pour vous, on peut comprendre que la démocratie participative relève vraiment de l'implication, que la mairie se dotera d'outils pour impliquer et aller même chercher l'implication des habitants et des habitantes de la ville. Du coup, j'aimerais revenir sur un élément que vous avez dit pour avoir une clarification. La notion de carré magique, je ne sais pas ce que c'est. Et après, j'ai une deuxième question. Est-ce que le conseil municipal, donc dans le cadre d'une démocratie participative, dans le cadre de ce que moi je juge étant une démocratie participative, dans les possibilités en tout cas données à la population, est-ce que le conseil municipal pourrait s'imaginer révocable ? Je réponds sur le carré magique, tu réponds sur le conseil municipal. Vas-y, Carole. Carré magique, ça rejoint la notion du partage du pouvoir. On sort de la pyramide. Voilà, si je peux prendre une image comme ça. Après, le carré magique, ça vient pas de nous. Hein. Nous, on s'appuie aussi beaucoup sur les travaux de la 27e région, qui est une agence d'innovation des politiques publiques, et justement qui repense ces questions-là de manière... Qui est un ancien mec en plus de Limousin Expansion. Tout à fait, un local. Un local de l'étape. Et donc, on parlait du binôme habitant-agent.
Voilà. L'habitant avec son expertise d'usage, l'agent avec son expertise technique. Et on va rajouter à ce binôme-là une voix extérieure, une voix d'expert, parce que c'est le spécialiste sur ces questions-là. Et le dernier angle du carré, c'est l'élu. La personne qui représente la mairie. On va le dire comme ça. Qui choisit l'expert? C'est tout le défi. L'expert, il va être proposé. Et là, on va s'appuyer aussi sur les agents de la ville qui connaissent une partie de leur expertise d'usage et qui, du coup, vont dire, mais dis donc, il y a les travaux de machin, c'était pas mal ce qu'il faisait. Alors, certes, il n'a pas bossé juste sur Limoges, pardon, mais il peut nous amener des choses. Ouais, et puis même là-dedans, pardon, je me permets, ça me fait penser à un truc. Plus tu permets l'expression citoyenne, je fais un petit aparté très rapide, mais hier j'étais voir le film Les Soulèvements au cinéma, et il y a un mec dedans qui dit « Quand on met les lunettes du féminisme, on ne peut plus les enlever ». Moi, ça m'a fait penser au fait que quand on met les lunettes de la démocratie, on ne peut plus les enlever. Et en fait, si tu as des gens qui voient un expert où c'est pas OK, ils vont très vite se réunir pour dire c'est pas OK. Et en fait, il faut faire confiance aux gens, parce que plus tu permets des exercices, plus ils sont habitués à savoir s'exprimer, penser en consensus, refuser. Et donc on sort de cadre où on est juste assommé par un type qui arrive et qui te raconte n'importe quoi. Et puis qui te dit il faut faire comme ça. Les postures, elles se changent aussi. Hein. La posture de l'élu, elle se change. La posture de l'expert, elle se change aussi. Hein. Et on a des gens qui sont brillants sur certains sujets parce que c'est leur objet d'étude. Et ça, c'est très enrichissant parce que ça nous amène une ouverture, ça nous amène une connaissance que nous, on n'aurait pas eu à notre niveau. Mais l'expert, il va pas se positionner en disant « il faut faire comme ça ». L'expert, il va se positionner en disant « tiens, dans telle ville, ils ont fait ça ». Ou on s'est aperçu que sur telle mise en place d'aménagement, il manquait systématiquement ça, ça et ça. Tu les experts. Ok. Et puis en plus, oui, c'est toujours pareil. Pas un expert. Bah c'est pareil, ça n'a pas de sens. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. S'il est tout seul, une fois de plus, on retombe sur notre pyramide. Je voulais poser une dernière question avant de passer au prochain sujet. Mais c'est qu'on parle d'experts, de techniciens de la mairie et tout, mais est-ce que l'avis des associations serait pris en compte parce que c'est les personnes les plus proches des habitantes qui font aussi partie des associations très souvent. Enfin voilà, je trouvais ça important de savoir si... Carrément. Oui, ok, ce serait un acteur aussi. Et du coup, on va peut-être passer au prochain sujet. Non, restons sur ce sujet, mais notamment pour répondre à cette question et à la révocabilité du... Ah oui, c'est pardon. ça. Pour moi, les associations, je les mets dans la case expert. Voilà, parce qu'ils ont une expérience de folie, qu'ils ont bossé les sujets, et donc je les mets dans cette case-là. Révocabilité ? Révocabilité. C'est un truc, je trouve, qui traverse la gauche, en fait, ce sujet-là. Et moi, j'ai toujours eu un avis divergent, mais je n'ai jamais réussi trop à donner le mien, donc je vais le dire ici, mais je préfère faire une précaution d'usage. Je pense qu'il nous porte, nous deux. Nous ne sommes que des représentants. Donc ce qu'on dit là, c'est ce qu'on pense que notre collectif pense, mais c'est très difficile quand on est dans un exercice démocratique de dire voilà ce que nous ferons. Donc c'est une vision assez subjective qui est la mienne, mais je pense aisément, et j'ai 2-3 visages en tête, que s'ils étaient là, ils diraient pas forcément d'accord. Donc ces positions assez tranchées, je pense que c'est l'étiome d'organisation assez pyramidale, voire même assez verticale. Qui nous n'est pas notre combat. Moi, à titre personnel, si je devais convaincre, en tous les cas des gens, je dirais que je trouve, donc je ne suis pas majoritaire à gauche sur ces sujets-là, je trouve ça violent, la révocabilité, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça peut être instrumentalisé. Je discutais notamment avec quelqu'un d'assez connu à gauche à Limoges sur ce sujet, qui me disait, moi, ce qui me fait peur sur tes droits d'interpellation citoyenne de 500 signatures, c'est que si c'est l'extrême droite qui se mobilise pour faire 1000 signatures, intervenir en conseil municipal, en fait, c'est la porte ouverte à tout, donc ça pose la question des seuils. Donc moi, je me suis fait des petites flèches, là, tu vois, à ta question, et je me disais que révocable, c'était violent, en tant que tel, que du coup, moi, je pense que dans une mairie, on a toujours besoin du temps long, que des fois, il y a des choses qui ne sont pas acceptées, en fait, mais parce que c'est compliqué, parce qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il faut mettre des outils de contre-pouvoir à l'intérieur, par contre, pour les faire ressortir plus rapidement. Du coup, ça me faisait penser à l'extrême droite et aux questions de seuil.
à poser la question à des mairies déjà expérimentées qui l'auraient fait. Et donc, du coup, nous, on est très mode coopération. Genre, OK, comment tu l'as fait, comment tu le mets en place? Et là, c'est plus facile de dire aux gens, ils l'ont mis en place, donc on le met. Et ensuite, nous, notre rapport à ça, c'est le droit d'interpellation citoyen. On le voit comme ça. Si tu permets un droit d'interpellation au conseil municipal à partir de 500 signatures, est-ce que finalement, si tu en as 5-6 de suite des signatures pour dire lui, il y a un problème, et voilà. Mais après, ça va de pair avec une commission de lutte sur les violences sexistes et sexuelles, une commission... Enfin, c'est tout ça qui va travailler pour travailler à finalement la mise au retrait d'un élu. Mais une majorité qui s'en va dès demain, je ne sais pas si je suis favorable, quoi. Voilà. Perso, quoi. Très bien, merci pour cette précision. Nous allons maintenant passer sur le troisième thème de cet entretien, qui est la police municipale. Alors, nous y arrivons. Donc, pour introduire les questions, il me semble important de rappeler ça. Limoges, d'ici fin 2026, devrait compter 350 caméras de surveillance. En tout cas, à en croire le Vivre à Limoges de janvier 2026. Donc, face au développement des caméras de surveillance et face à la police municipale, à l'heure actuelle, quel rôle doit avoir selon vous la police municipale, étant donné que sur votre site, il est écrit « Développer les missions prioritaires de la police municipale ». Pouvez-vous détailler Nous, on a dit ça sur le site, oui. Sur limoges2026.fr, oui. On a mis « Développer les missions prioritaires de la police municipale ». Oui. Oui. Ça me choque. Ça me fait bizarre. Vous pouvez faire on peut faire un fact-checking. On fait un fact-checking. Nous, sur sécuriser l'invisible, programme 3 de Limoges 2026, développer les missions prioritaires, ça me semble. Ou alors on a un problème avec notre dev. Fact-checking. Je veux bien un petit fact-checking en live. On peut passer à une autre question en attendant, peut-être. Ouais, ou en live en même temps, et vous nous dites si on... Mais nous, c'était sur sécuriser l'invisible. Je sais pas si on prend la question tout droit, tu vois, comment on la... Comment on la pense, la question de la sécurité, quoi. Vas-y, t'as l'air la première question, effectivement, quel rôle doit avoir la police municipale? Voilà. Alors, vraie question. Et à ce titre-là, à quoi ça sert la police? Voilà. Moi, je vais pas vous dire que j'ai de solution toute faite et je vais pas partir vers il faut 150 policiers municipaux de plus ou il faut supprimer la police municipale. Il faut surtout réinterroger aujourd'hui pourquoi il y a un climat de défiance. Aujourd'hui, pourquoi on ne voit la solution que par la police municipale. En fait, moi, c'est plus comme ça. Et du coup, là-dessus, vous auriez des pistes de... Voilà, peut-être. Carrément. Vas-y. Tu veux que j'y aille ? Ouais. Non, mais les pistes, on les a ensemble. Hein. C'est celle que tu as rappelée la dernière fois, notre dernière réunion. Déjà, si on est dans un média du coup qui se dit de gauche, on peut le dire comme ça ou pas ? Ok. Bon, déjà, est-ce qu'on peut faire un effort de dégrossissement, quand même, de rappeler... et c'est d'ailleurs en cours d'étude au Sénat, qui vient d'être voté, je crois, en dernière lecture au Sénat, l'extension des pouvoirs de police municipale, la vidéosurveillance, les transcriptions comme au JO. En fait, c'est continu. Mais le problème, c'est que ça n'a pas l'air de poser de questions vraiment générales, de se dire pourquoi on a besoin de cette telle multiplication. Donc ça interroge autre chose. Nous, ce qu'on propose, c'est de répondre d'abord aux effets de système, quoi. Par exemple, sur Rêvons Limoges, là, sur les collègues de rêve, il y a eu plusieurs personnes qui nous disaient « Bonjour, je suis une femme et j'ai peur de rentrer seule chez moi le soir ». Ça peut traduire un sentiment d'insécurité, ça peut traduire une insécurité réelle, elle doit être documentée, statistique, etc. Mais en fait, ça répond à quoi ? Ça répond à ce qu'il y a des mecs qui pensent que la domination de l'homme sur la femme est un sujet, la montée du masculinisme en France. Donc vous pouvez mettre plein de policiers municipaux. Je ne suis pas sûr que les policiers municipaux soient des mecs vraiment très renseignés sur la question du sexisme et des luttes. Voilà. C'est même, quand on écoute un peu la dernière, plutôt ceux qui pourraient en être à l'origine. Désolé s'ils ont un manque de formation, mais quand même c'est documenté. Donc du coup, le vrai sujet, c'est, nous, ce qu'on a proposé, un remplacement de l'ensemble des panneaux publicitaires JC-Deco dans toute la ville et on le remplace par des panneaux de prévention. C'est-à-dire que quand on évolue dans sa ville, on voit qu'à chaque fois, il y a des sujets pour dire « attention, on prévient ces questions-là ». La deuxième, on a parlé d'une police spécialisée sur
les violences sexistes et sexuelles, qui viendra faire de la prévention. Et en fait, on requalifie des missions originelles. Je termine juste sur ça. Ça, c'est vraiment un sujet dada. Genre, juste pour que tout le monde le sache, on dépece, je sais pas comment on dit, mais en gros, la police nationale, depuis 20 ans, de ses missions originelles, on fait payer les impôts sur le revenu aux gens pour la financer, on l'enlève, et puis ensuite on crée des polices municipales qu'on fait payer sur l'impôt foncier, en gros, et on dit il n'y en a jamais assez. Et à chaque fois, des politiques de droite arrivent à dire mais on en fait encore plus, mais ça n'a jamais réduit. Donc en fait, le sujet il est ailleurs, le sujet c'est l'éducation dès le plus jeune âge, et le sujet c'est, et ça c'est toi qui le diras plus, tout ce que tu as pensé et développé par ailleurs sur les éducateurs de rue, les référents de quartier, comment on construit sa propre identité. Je te laisse peut-être y répondre. Petit erratum, développer, en fait, c'est moi qui me l'étais mis pour vous demander de développer cette notion. Okay. Mais c'était les missions prioritaires de la police municipale. Quelles sont les missions prioritaires de la police municipale? C'est ce à quoi vous êtes en train de répondre. Voilà. Et en fait, on est dedans et on va voir un peu plus loin aussi en termes, si on peut parler de maillage ou de présence. On en est où des éducateurs? On en est où des médiateurs avec des horaires qui aujourd'hui ne coïncident pas avec le besoin des gens qui habitent à Limoges en fait. Est-ce qu'un éducateur de rue il fait 9h midi, 14h, 16h30? Et pour avoir discuté et en avoir parlé avec certains d'entre eux, en fait, ils regrettent l'époque où ils étaient de soir. Parce que c'était le soir qu'il y avait besoin. En journée, il n'y a pas besoin. Ou il y a besoin pour d'autres publics. Mais à quel moment je vais aller toucher les gamins qui sont en train de glisser un peu, ou qui s'ennuient, ou qui... Voilà. Eh bien, c'est par exemple en début de soirée, c'est pas à 9h, 9h30 le matin. Donc, mais ça, est-ce que c'est moi, dans mon bureau toute seule, qui décide... Non, maintenant, il va falloir que les agents de terrain de la mairie, les médiateurs... non, c'est 9h midi. Et de l'autre côté, tu as les médiateurs qui disent « Non, s'il vous plaît, en fait, ce n'est pas les bons horaires. On ne voit plus personne, on ne connaît plus personne. » Et de toute façon, on est, je ne sais pas combien de fois, moins nombreux qu'avant. Donc, cette question-là, pour moi, elle ne se résout pas uniquement avec une présence de police municipale. Elle va se résoudre aussi, et ça recoupe sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les maisons de la réparabilité. C'est-à-dire à partir de quand je trouve un lieu où, quelque part, on n'attend rien de moi, mais je sais qu'il est ouvert et je sais que je peux y aller. Il y aura toujours des gens. À chaque fois, quand on est allé dans les quartiers, les gens nous ont dit à chaque fois on appelle la police, ça ne vient pas. Et en fait, ils ne se posent pas la question de pourquoi ils... Enfin, ils ne se posent pas la question. On n'a pas eu peut-être le temps de se poser la question, mais pourquoi on doit l'appeler? Et en fait, du coup, pourquoi ils font du rodéo? Ou pourquoi... Et en fait, tu te dis, souvent, ils se sentent seuls, dehors, et c'est la nuit, et il n'y a pas de rétroéclairage, il y a des voitures qui passent de partout. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a une guerre sociale, c'est-à-dire qui a le rapport de force et du nombre. Et si, en fait, tu as de la fête dans la rue... Enfin, moi, j'ai grandi plus jeune, où j'allais beaucoup en vacances en Algérie, je peux te dire que... La pauvreté, elle y était, et il n'y avait pas de problème en fait, parce que tout le monde était en bas. Et ce qui se régulait entre les gens, c'était la présence qu'il n'y a plus aujourd'hui, en fait. Mais pour plein de questions, temps de travail, de temps partiel, de famille monoparentale, d'exclusion sociale, enfin... Mais je veux dire, prendre tous les sujets, et nous, c'est ce qui nous saoule là dans la campagne, où à chaque fois, c'est genre, qu'est-ce que vous faites pour Marceau? En fait, nous, on veut faire réunir les gens pour qu'ils décident ensemble. Oui, mais ça... Et en fait, on nous demande à chaque fois d'apporter des solutions, quand en fait, notre prisme à nous, c'est de dire, mais c'est vous qui allez trouver des solutions de régulation sociale, de régulation économique, de régulation... Donc, ça paraît béat comme ça et naïf, mais en fait, le vrai sujet, c'est recréons des vies de quartier. Et je peux vous assurer que le mec, s'il se fait arrêter 3 fois parce qu'il est en rodéo, eh ben, peut-être qu'il va vouloir se poser parce qu'il a autre chose à faire que de faire que ça. Enfin bon, bref, après, c'est peut-être de l'imaginaire. Moi, j'ai une expérience située. Pardon, vas-y, non. C'est vrai que sur votre site, le rodéo urbain revient régulièrement et qu'il y a une volonté de prendre un arrêté pour limiter les nuisances sonores. Comment, je veux dire, je vais poser une question que vous n'aimerez probablement pas parce que du coup, elle attend une réponse concrète. C'est quoi un arrêté pour lutter contre les... Vas-y, j'explique les budgets participatifs. Sauf si tu avais un scooter quand tu avais 14 ans. Mais, non, ma maman, elle n'a pas voulu. Voilà.
Mais moi non plus, mais c'est... Bon, bref. Du coup, j'ai pris le bus. Je rends hommage à ma meuf de l'époque qui m'a permis d'avoir un scooter. Moi, j'avais une 50 et à la mairie, à 15 ans, il y avait un sonomètre, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui passait sur mon pot d'échappement et qui me donnait une amende si ça dépassait un certain seuil. Voilà. Et Mais en ça fait, existe toujours, ça. oui, tout à fait. Mais c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qu'une politique publique met en place pour, concrètement. En fait, il y a plein de lois qui sont votées, mais en fait, qu'est-ce qui est mis en place concrètement? Mais en fait, l'outil juridique qui manque pour beaucoup, c'est cet arrêté anti-bruit. Parce qu'en fait, dès que tu vas confisquer la moto, potentiellement sous réquisition judiciaire le lendemain, bon courage pour voir la réponse. Par contre, si tu dis, là, ton pot d'échappement, c'est pas OK, en fait. C'est-à-dire, tu dis, je te continue à circuler, mais en fait, dès que tu commences à parler du pot d'échappement, tranquille. Après, tu dis, par contre, là, ici, c'est pas OK. Puis on va rester une petite demi-heure. Puis regarde ce qui se passe, etc. Mais si en même temps, à côté, il y a une vie de quartier qui se passe, en fait, est-ce que c'est à la police municipale de le dire ou est-ce que c'est à l'éducateur de rue? Est-ce que tu peux lui dire, ça te dit, je te mets ton sonomètre là, parce que tu sais que fais gaffe. En fait, il faut réguler ces choses-là. Si tu arrives à chaque fois et c'est le mec qui, il y a 5 ans, dans ton imaginaire, t'as plaqué par terre qui te dit sonomètre et je t'enlève ton rodéo, t'es que dans la défiance, ça marchera pas. Donc, pour redonner corps à tout ça, il faut trouver des instruments de pédagogie. Voilà. J'essaie de faire court. C'est que je pense à un sujet par rapport à ça. Il y a un arrêté là, qui a été signé par le maire justement pour interdire aux livreurs à vélo de stationner en centre-ville. Et la raison qui était donnée, c'était que des gens s'étaient plaints du bruit qu'ils faisaient dans la rue. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, parce que pour éviter justement d'en arriver dans ce truc complètement absurde, quoi. Il faut te répondre très clairement. C'est qu'il n'y a jamais un livreur Uber qui a tué quelqu'un. Par contre, si tu regardes le nombre de personnes de rodéo qui ont tué involontairement des enfants sur la dernière année, je pense qu'en taux statistique ministère de l'Intérieur, je pense qu'en droit public, si tu prends un arrêté, ils ne vont pas le considérer comme manifestement illégal. Ils vont se dire, à mon avis, c'est proportionné parce que vu le risque, trouble d'ordre public. Par contre, des bourgeois, entre guillemets, qui commandent à des livreurs Uber et qui se plaignent que ses propres livreurs Uber font du bruit et qu'il faut les écarter, je ne suis pas sûr que ça corresponde à un... C'est plus un oui, pourtant, à l'arrêté, il est passé, quoi. Oui. Mais parce que demain, peut-être qu'à Limoges, il y aura des associations qui se monteront pour contester beaucoup plus rapidement. Et moi, j'avais alerté Véli-Vélo là-dessus à l'époque. Et c'était une discussion en interne sur ces sujets. Et je pense qu'ils l'ont toujours en visu. Mais je ne pense pas que c'est le même sujet d'ordre public, quoi. Et sur les rodéos, ça pose la question aussi de qu'est-ce qu'on propose comme alternative? Comment on organise différemment? Si on a des gens qui sont passionnés de mécanique, voilà, ok les gars, allez, bosser là-dessus et on neutralise une partie de la route sur un temps donné, on va organiser différemment. Les maisons de la réparabilité, ça bricole aussi. Ça bricole. Bah oui, ça bricole. Tu vois, donc à un moment, plutôt que d'être dans l'interdiction, la porte qui se ferme, qu'est-ce qu'on ouvre comme porte, nous? Et quelle dynamique on met en place? Comment je peux me sentir exister, me sentir écoutée quand j'ai en face de moi une institution qui ne me parle que par interdiction, que par porte fermée? Donc, moi, je ne sais pas quelle porte est bonne à prendre pour la personne qui habite à cet endroit-là ou la personne qui a envie de faire un rodéo. En revanche, le rôle d'un élu, le rôle d'une municipalité, c'est de dire, OK, tu as des portes, vous les choisissez et regardez, quand, moi je prends toujours cet exemple-là, et quand vous rentrez dans une piscine, c'est pas vraiment le cas à l'Aquapolis. Quand vous rentrez dans une piscine, ne pas courir, ne pas plonger, ne pas manger, ne pas porter de maillot de bain long, ne pas sauter du plongeoir. Ok, donc t'es devant, là, t'as ton maillot de bain, t'es devant, et tu dis, mais en fait, je peux rien faire. Et moi, j'ai l'occasion d'aller, par mon travail, d'aller dans des villes différentes, et je me fais toujours une visite avec les yeux et les oreilles ouvertes. Voilà, quand je vais visiter une ville, et un jour, je rentre dans une piscine, et j'ai trouvé ça extraordinaire et tellement révélateur. C'était courir sur la pelouse dehors, sauter dans le grand bain, manger dans l'espace de pique-nique. Et donc, au lieu d'être confronté systématiquement à des portes qui se ferment, à des interdictions, j'avais possibilité. Si j'ai envie de courir, je peux courir. Je sais où le faire. Et où en plus, quelque part, on me fichera la paix, parce que c'est l'endroit où c'est normal que je cours.
Donc on peut très bien faire cette analogie-là aussi avec les rodéos urbains. Donc, nouvelle thématique, l'école, voilà, la gestion notamment du patrimoine scolaire des écoles maternelles et primaires sont dans les prérogatives de la municipalité. Donc, c'est même l'une des compétences majeures des municipalités, l'école. Donc, nous avons plusieurs questions sur ce sujet. Dans un premier temps, la première question, c'est on mange quoi à la cantine? Et on mange comment à la cantine? Des frites. Des frites. Et est-ce qu'on les mange Et un peu de gratuitement, légumes quand ces même. frites C'est obligé. Elles viennent d'où? Est-ce qu'elles goûtent? Pardon. Et Excusez-nous est-ce pour qu'on le les mange gratuitement, ces frites? Ah, aucun sujet. Bah, il y a la jeune... Ouais, non, vas-y. Tu veux y aller ou j'y vais ou Oh, je viens de parler, vas-y. Oh, bah, moi, je suis pas technique sur ce sujet. Ben non, moi je suis pour imiter toutes les villes qui auront mis en place des repas de qualité bio. D'ailleurs, par ailleurs, on nous l'a dit, la démarche qu'avait fait la mairie de lutter contre les perturbateurs endocriniens a été vraiment saluée, on le poursuivra. Je pense que c'est vraiment quelque chose à saluer, à continuer à mettre en place. Sujet 1. 2. Faciliter l'exercice de qu'est-ce que c'est qu'un aliment, le découvrir, à quoi ça ressemble, comment on le cuisine. Et là aussi, je pense que le truc que nous, on a vécu dans nos générations, de venir à chaque fois pour dire « j'en veux encore », etc. Est-ce qu'on ne peut pas changer des façons de percevoir son repas avant ou après? Est-ce que les élèves peuvent choisir leur menu? Est-ce que les élèves peuvent composer leur menu? Est-ce qu'on fait des sorties, voir des maraîchers pour voir comment ça se passe? Enfin, je pense que le rapport, en tous les cas, au goût, à l'aliment, il se travaille avant l'assiette, la découverte de l'assiette, la présentation, enfin tout ça, l'esthétique, le rapport au beau, je pense que c'est très important. Et ensuite, je pense qu'il y a un vrai sujet, nous on avait discuté avec l'association Transition Limousine, sur la coordination des producteurs. Enfin, je veux dire, qui peut donner qui à quoi. Donc s'il faut répondre à est-ce que nous allons revoir les contrats Sodexo, oui. Est-ce que nous allons prioriser un marché circuit de proximité? On nous a dit, Transition Limousine m'a dit circuit court, parce que dans circuit de proximité, c'est beaucoup plus ramassé que circuit court maintenant, c'est devenu un truc où on peut aller jusqu'à 200 bornes. Donc de bien spécifier dans les marchés publics ce genre de choses. Et puis après, de travailler avec les acteurs du sujet qui sont compétents et cohérents, quoi. Ça pose la question aussi, ce rapport à l'aliment. Alors déjà, Comment ça c'est toi avec tes filles d'ailleurs? Comment c'est avec mes filles? Ouais. Elles t'en parlent ou pas? Ah mais c'est le sujet. C'est le sujet et c'est ça que je voulais dire, c'est que ça pose la question aussi du rapport au faire. Si je ne permets jamais à un enfant, et tous les enfants n'ont pas la chance de faire, comme j'ai fait hier soir, un super atelier cuisine à 19h30 parce qu'il fallait découper le poulet. Voilà. Clairement, on a mis 25 minutes à découper le poulet avec la plus petite de mes filles. Mais il y avait un rapport au faire. Et parce qu'elle l'a cuisiné, le poulet, parce qu'elle a vu comment on avait fait, le poulet, c'était le meilleur du monde, qu'elle avait jamais mangé. Voilà, elle en a repris 3 fois. Voilà. Et toutes les expérimentations qui sont faites où on va inviter les enfants aussi dans la préparation des repas, on va inviter les enfants à aller échanger sur la composition avec les cuisiniers, avec les agents. Eh ben, le regard, il change, il y a moins de déchets, il y a moins de pertes, je découvre d'autres choses. Forcément, je mange pas forcément comme à la maison. Il y a des fois, c'est moins bon, mais je vous dis clairement, il y a des fois aussi, c'est meilleur. et là, tu te le prends, ta petite estime de mère, en fait, et du coup, on se retrouve à faire les recettes de la cantine à la maison. Donc ça, ce serait génial si c'était, tu vois, si c'était élargi, on va le dire comme ça. Et on mange gratuitement? Alors moi j'ai un petit truc à dire en plus. Je peux dire, non, vas-y. Ça c'est toujours le même sujet, parce que c'est un piège en fait. Non, des gens qui gagnent 4 000 € par mois n'ont pas à ne pas payer la cantine. Donc il y a un quotient CAF, il y a une plus grande coordination des acteurs associatifs, toujours dans l'anonymat, parce qu'il n'y a rien de plus pire que de dire « toi, en fait, tu n'as pas payé la cantine ou toi, tu l'as ». Mais par contre, je ne vois pas pourquoi ceux qui déjà ne payent pas beaucoup,
voilà, devraient moins payer. Donc non, l'équilibre des comptes c'est compliqué, surtout de plus en plus aujourd'hui. Donc par contre, il n'y aura aucun enfant qui ne pourra pas manger à sa faim, ça c'est sûr. Par contre, à partir d'un certain niveau de revenu, c'est non, quoi. Mais là aussi pareil, ça s'étudie, c'est très compliqué de penser comme ça. Mais voilà, le sujet c'est une nourriture à un prix correct, et pour ceux qui n'ont pas les moyens de la payer, la puissance publique est là pour les protéger. Maintenant, j'aimerais revenir sur voilà, un des personnels de la municipalité qui ont initié il y a 2 ans déjà un mouvement social, donc c'est les ATSEM. Je l'ai marqué sur ma feuille. Eh bien, voilà, est-ce que vous accéderez aux revendications de ce collectif d'ATSEM? C'est-à-dire 8 jours de suggestion, donc là il y a la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Je vais parler à titre personnel. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge qui ont été à la crèche de la Bâtide, donc avec du personnel municipal. Pas une fois, j'ai été inquiète. Pas une fois, j'ai eu peur de laisser mes enfants. Et donc, déjà, on commence par juste ce préalable. Moi, je suis admirative du travail des ATSEM, que ce soit en crèche, en maternelle. Elles sont assez bluffantes. Et puis, dans la série moins drôle, c'est que j'ai vu la dégradation aussi au fil des années, notamment sur le taux d'encadrement des enfants. C'est qu'il y a 10 ans, on était à 1 pour 4, 1 pour 5. Donc un adulte pour 4 enfants, pour 5 enfants. Et puis là, il y a 2-3 ans, on est à 1 pour 7, 1 pour 8, en fonction de l'âge. Et donc, j'ai vu physiquement des gens, des personnes qui travaillent, des agents, en fait, se fatiguer, se creuser, parce que les conditions d'accompagnement, la manière dont elles exercent leur métier, devient effectivement de plus en plus pénible. Et que tout ce qu'on attend dans l'accompagnement de l'enfant, dans le lien, dans la manière de faire grandir l'enfant, il est forcément mis de côté parce qu'en fait, y a un principe de réalité. Si j'ai 7 enfants à faire manger, eh ben, à un moment, et c'est normal, je pose les assiettes, je pose les cuillères, je fais une cuillère, une autre cuillère, une autre cuillère. Et là, ça fait écho aussi, et pour travailler sur ces questions-là avec les agents publics, soit de la fonction publique d'État, soit de la territoriale, il y a une vraie souffrance, mais qui est profondément ancrée, parce que tous ces gens-là, ils ont le sens du service public. Ils savent pourquoi ils font leur métier. Ça a du sens pour eux. Et ces conditions-là, en fait, les obligent, et c'est pareil sur le personnel des EHPAD, les obligent à mal faire leur travail et à faire des choix qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens pour eux, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, pardon, oui, vas-y. Non, mais la peine complémentaire, c'est de même pas être entendu. C'est pour ça que nous, le droit d'interpellation citoyenne à partir de 500 signatures, ils l'ont eu, ils seraient intervenus au conseil municipal. C'est public, c'est retranscrit, ça aide à porter la cause. Donc non seulement ils ont le mépris du début, mais ils ont le mépris de la fin. Et du coup, sur les revendications, sur la pénibilité, les 8 jours de suggestion, pour l'instant... Ouais. Mais en fait, on va prendre en prorata les baisses de dotation de la police municipale et on va réinjecter de l'autre côté. Prendre soin, mais à l'inverse. On investit sur l'enfance. Ok, alors on va passer à un autre sujet qui est quand même un peu conséquent, c'est celui des transports. En 2025, le baromètre vélo, donc, qui est une enquête nationale sur la cyclabilité des villes, a donné la même note à Limoges qu'en 2021. Donc, ce que ça veut dire, c'est que globalement, il n'y a pas eu de progression. Donc, on est 35e sur 37 parmi les villes de 100 000 habitants. Comment est-ce que vous faites pour rendre la ville de Limoges cyclable et accessible à toutes et tous ? Eh bien, nous avons une super proposition qui est tombée aujourd'hui sur Le Populaire du Centre. L'avez-vous lu ou pas du tout ? Oui. Un peu plus en détail. Sur leur article qui recense toutes les listes. Moi, je ne l'ai pas lu, donc allez-y. Nous y allons. Nous, notre méthode avec Rêve en Limoges, du coup, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est de faire confiance aux associations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en parallèle de notre collecte de rêve ? Nous avons auditionné l'ensemble des associations que l'on pensait représentatives, en tous les cas, de ce qu'on avait pour
ambition de proposer. Donc nous sommes allés voir Véli-Vélo. On a discuté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On leur a demandé, ils nous ont présenté. On les a invités à une première soirée avec l'appel à la Vienne, avec Transition Limousine, avec Tram-Train, etc. pour parler ensemble. Parce que nous, on pense qu'il y a une coordination, notamment sur la complémentarité des modes de déplacement. C'est pas univoque, c'est pas plan Revel, Tram-Train. Voilà. En fait, ça se pense ensemble, puis ça se pense surtout avec les gens. Nous, on a eu une personne qui est venue dans le collectif, qui n'est pas restée, qui a dit moi je comprends pas, on parle tout le temps de mobilité, enfin je veux dire j'ai aucun problème en voiture. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a mis dans le truc de ce matin, dans l'article de ce matin, c'est de dire la majorité des gens actuels, l'actuelle municipalité qui prennent les décisions se déplacent en voiture. Parfois comme de l'opposition. Et en fait, du coup, ils ne connaissent pas les modes de déplacement usuels, populaires, si on peut le dire, en fait, des gens. Après, la voiture, ça reste un moyen de déplacement, en vrai, très populaire. Oui, tout à fait. Alors plus, on va pas rentrer dans le débat zones et des feux, mais oui. Non, mais tout à fait. Les gens sont contraints d'utiliser la voiture, surtout dans des régions plutôt rurales. Tout à fait. Mais vas-y, tu veux... Non, vas-y, termine ton idée, j'y reviens. On est allé les voir et en fait, pour nous, le sujet, c'était de dire on ne peut pas penser à un rapport démocratique à la chose si on dit ce sera le plan Revel ou ce sera ça. Nous, on a proposé la mise en place d'une convention citoyenne de la mobilité et de l'urbanisme. C'est-à-dire, selon des modalités qui se définiront, parce qu'il y a des personnes et des structures qui sont spécialisées dans la mise en place de conventions citoyennes, c'est de dire de réunir, soit quartier par quartier, parce que c'est à petite échelle qu'on peut construire des mobilités à appliquer. Souvent, les tracés qu'on fait dans son quotidien ne ressemblent pas aux tracés déjà marqués, en fait. Donc, c'est comment on repense des usages. Il y a des boutiques qui ont fermé, il y a des écoles qui sont déplacées, il y a un trottoir qui est abîmé, voilà. Première chose, convention citoyenne de la mobilité, qui permettra de réunir à la fois des associations, des expertises de ville aussi, dans ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour permettre 2 choses. La première, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas d'accord qu'on n'a pas le droit de te demander ton avis. Premier sujet. Deuxième, tu peux toujours apprendre, en fait, même si au début tu pensais avoir raison. En fait, non, ça se trouve, tu vas comprendre que finalement, à Limoges, l'insécurité, c'est aussi le nombre de blessés. On parle toujours des morts, on ne parle pas des blessés. On ne parle pas des phénomènes de peur de traverser la rue, pour reprendre l'expression de l'autre. On ne parle pas des phénomènes de peur. Moi, rien qu'hier encore, j'étais au soulèvement de la Terre et à l'O'Brien, j'aime bien ce bar, j'y vais souvent. À chaque fois que je discute avec les gens de l'O'Brien et de la boîte à côté, je leur dis c'est quoi votre problème principal? Ils me disent c'est la route devant. Ça bombarde les voitures, mais à une vitesse. Il dit on a écrit à la mairie, on a demandé des dodanes, on a tout demandé. C'est toujours la même chose, un jour il y aura un mort. Mais nous, une chose qu'on propose, à côté de la Convention citoyenne de la mobilité, c'est d'avoir une instance de coordination bien plus resserrée avec la brigade des délits et des accidents routiers. Eux, leur mission, c'est de travailler sur l'accidentabilité, les zones accidentogènes. Et donc, si tu relis les zones accidentogènes avec une Convention citoyenne de la mobilité qui travaille sur ces questions-là, comme le modèle Convention citoyenne pour le climat, que tu penses des modes de déplacement interquartiers, ça prend 3 ou 4 ans, et qu'ensuite tu l'as fait valider par un vote populaire, et là tu peux dire 1, à Limoges on se déplace autrement, 2, ça a été fait par un vote populaire, et 3, la majorité des gens ont été consultés. Et donc tu n'as pas de difficulté à se dire ça me plaît pas. Et tu sors aussi justement de cette fausse démocratie pour ou contre la voiture. Voilà, parce que bien évidemment, c'est plus large que ça, bien évidemment, c'est plus complexe que ça. Et une fois de plus, transformer toutes les questions en réponses binaires, c'est de nouveau partir juste à l'affrontement, en fait. Mais du coup, cette convention citoyenne, il faudrait lui donner quand même peut-être, j'imagine, un cadre, parce qu'elle pourrait pas... si ses conclusions, c'était de dire, on va tracer une grosse autoroute plein milieu de Limoges, j'imagine que ce serait... Et voilà, je veux dire, j'imagine que ce serait pas possible, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on donne, quel objectif on lui donne, en fait, à cette convention citoyenne? J'imagine que c'est un peu le rôle, peut-être, aussi de votre mandat, si vous étiez élu. Ouais, juste en préalable, et puis après, je te laisse répondre. Elle vous remercie, elle vous en prie. Tous ces principes de convention citoyenne, et notamment la convention des temps de l'enfant qui a eu aussi, et cette démocratie que nous, on appelle de nos voeux, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas un axe, s'il n'y a pas un fil directeur. Et une fois de plus, faire de la démocratie pour de la démocratie, c'est la vider de son sens. Donc, quand on va parler de convention citoyenne sur la mobilité, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir de la même manière l'utilisation de la voiture. C'est le préalable. Donc, comment on fait dans un écosystème, dans un environnement où il va falloir de toute façon redéfinir nos modes de circulation parce qu'il y a une urgence environnementale, parce qu'il y a une urgence climatique, mais du coup,
on pourra parler du donut aussi là-dessus. Du coup, comment je fais pour réussir à intégrer les besoins de chacun dans des ressources qui sont limitées et qui sont en ce moment en train de s'effondrer. Donc, c'est en... Ok. Théorie du donut. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez du coup expliquer rapidement ce que c'est? Vas-y. Alors, c'est une pâtisserie anglo-saxonne que nous connaissons bien. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, au-delà de ça, hyper intéressant parce que c'est les travaux d'une économiste qui, en fait, part du principe qu'on doit évoluer avec un gros feutre, on le verra mieux. En gros, nous, on est là. Voilà, on est au milieu du donut. D'un côté du donut, il y a nos propres besoins. Moi, je veux pouvoir nos besoins vitaux. Je veux pouvoir, me déplacer, je veux pouvoir avoir à manger, je veux pouvoir tout ça. Et l'autre frontière du donut, c'est les ressources dont on dispose sur le territoire. Et donc, je ne peux travailler, je ne peux construire quelque chose qu'en prenant en compte ces deux limites-là. Voilà. Si je n'écoute que mes besoins, eh ben en fait, je mange les ressources de mon territoire. On parlait du béton et de l'eau cet après-midi là. Tu veux expliquer le béton et l'eau? Non. Tu veux pas expliquer le bon? Laisse tomber. Pour bien comprendre, ça veut dire que on fait en sorte que tout le monde soit satisfait, ou est-ce qu'on assume qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont pas être satisfaits et qu'il faudra aller contre de toute façon? Non, vas-y, je viens de parler, vas-y à toi. Non, mais c'est ça. Enfin, la théorie du donut, elle est mieux expliquée par ceux qui l'ont mis en place. J'ai mal expliqué, c'est Si, ça. pas du tout. Non, mais nous, on est des vulgarisateurs momentanés. Mais du coup, en tous les cas, ce qu'ils disent, nous, c'est pour ça qu'on a mis une économie au service du vivant. En gros, c'est on ne demande pas plus que ce que le territoire peut donner. Donc vous cadrez en fait la taille du donut. Oui. Oui, mais pour aller dans le sens de la question, qui est assumerez-vous de faire des déçus, qu'importe le donut, par exemple, remplacer des traits de peinture d'une voie de voiture par une voie vélo ou vice-versa, ça fera d'un côté ou de l'autre des déçus a priori. Ouais, mais ça touche pas la même chose parce qu'en fait, comment dire, si pour quelqu'un qui veut, je sais pas moi, revoir la question de la mobilité et que c'est la question de la création d'un téléphérique, c'est un rêve citoyen qui doit être créé, et que le téléphérique, en fait, ça crée beaucoup de demandes en béton et ça satisfera beaucoup d'acteurs locaux par ailleurs, mais que pour nous, dans la cartographie qu'on a mis en place avec des acteurs comme notamment Transition Limousine qu'on aimerait appeler avec nous, sur ces questions-là d'études, ils vont dire non, là, en fait, ça dépense trop de ressources par rapport à ce dont on dispose sur le territoire, aux limites planétaires, mais c'est une objectivisation, je pense, statistique qui se travaille, quoi. Mais nous, le référentiel qu'on a, c'est le Shift Project, c'est-à-dire on part de cet élément-là, quoi, en disant qu'ils ont fait un guide de résilience des territoires dans lequel ils posent quand même des cadres d'action, quoi. Mais c'est sûr que c'est difficile au début de proposer un cadre démocratique aux gens et de leur dire vous allez devoir évoluer que dans ça, mais en même temps, je vois pas ce que tu peux leur dire trop d'autre, quoi. Et oui, il y aura des déçus. Ah voilà. Si, tu vois, je vois bien que tu reviens et il y aura des... Mais en fait, voilà, il y aura des déçus éclairés. Des déçus éclairés. Mais ouais, une des principales sources de frustration aussi, c'est de ne pas savoir comment ont été prises les décisions, pourquoi elles ont été prises, avec quelles contraintes. Donc du coup, tu as la machine à fantasmes qui se remet en place en disant, de toute façon, le but du jeu, c'était qu'il tue la voiture. Ou le but du jeu, c'était qu'il se démerde pour qu'il n'y ait plus aucun vélo dans tel endroit. Donc là, tu crées de la frustration et tu crées in fine de l'opposition et de la rancune. Et ils n'ont pas voulu m'écouter moi. Donc du coup, le prochain truc qu'ils proposent, moi, d'office, je voterai contre. Hein. Sauf que moi, il y a plein de décisions où au début, je pensais que c'était une aberration. Et puis, ça me réinterrogeait sur mes propres modes de fonctionnement. Puis tu réfléchis un petit peu, tu dis, ouais, ça me fait chier. J'étais pas d'accord avec ça.
Et puis en fait, pourquoi cette décision elle a été prise? Ah ben oui, ça me paraît plus logique, machin et tout ça. Viser le consensus absolu, déjà, c'est ne pas faire confiance et ne pas respecter correctement les gens qu'on a en face de nous. Le consensus absolu, il n'existera jamais, il est même dangereux. Ça veut dire qu'il y a un autre truc derrière, qui coince. En revanche, je ne suis pas d'accord avec cette décision-là, mais je sais pourquoi ils l'ont prise. Je sais qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles contraintes ils ont eues et quelle ambition, quelle idée ils ont eue. Bon, ok. Oui, la décision horizontale n'est pas obligatoirement dans le sens du consensus. Enfin, ça s'entend. Alors, rapidement, un autre sujet, alors qui est peut-être un peu décalé parce que c'est plus un sujet de la métropole, mais il y a un projet de 2 fois 2 voies là, au nord de Limoges, pour laquelle la métropole s'est engagée pour 10 millions d'euros. Donc, c'est une 2 fois 2 voies de 6,5 km qui coûte 132 millions d'euros d'argent public. C'est un projet de l'État, mais vu que la métropole finance, ça semble important d'en parler. Est-ce que si vous étiez amené à diriger la ville de Limoges et donc une partie de la métropole, ou peut-être même la métropole, est-ce que vous envisageriez de remettre en question ce projet et les financements que la métropole lui apporte? On peut parler de la patinoire aussi. Oui. Voilà, c'est... Sur cette question-là, peut-être d'abord, et après... Mais ça pose la question des grands projets. Ça pose la question de ces projets qui vont engager la collectivité sur des dizaines d'années, qui vont du coup impacter forcément les choix politiques et les orientations budgétaires qu'il y aura derrière. Et là, une fois de plus, quel a été le fondement, d'où ça vient, d'où vient le besoin, comment il a été formulé, qui a été consulté. On les compte sur... Une enquête publique avec 300 participations et 90% d'avis contre. Donc en réalité, s'ils avaient suivi cette consultation... Et voilà. On sait par ailleurs qu'il y a eu des ouvrages très, très documentés sur les procédés de l'enquête publique qui sont... Enfin, c'est une blague. Moi, je peux poser une mini-réponse sur ça. Moi, ce que je trouve intéressant, si on est une mairie de gauche, c'est de faciliter la création de zones grises, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, imaginons, alors, il y a eu plein de gens qui étaient à la rue, il y a des squats. Une mairie, elle peut dire ah, bah, c'est inadmissible, si c'est sur son terrain, par exemple, je fais un permis, on ne peut pas voir, elle n'a pas vu, elle n'a pas le temps, elle était ailleurs. Ou son agent est malade, celui qui devait faire le mail, on a un problème informatique. Moi, je pense que parfois, il faut savoir faire le dos rond. Oui. Non, mais tu vois, parfois, sur ces sujets comme ça, il n'y a rien de pire que quand ça traîne. Parce que les gens, ils ont envie qu'ils aillent vite. Et c'est un rapport de temps, souvent, dans ce qu'ils jouent là-dessus. Donc, jouer la montre, c'est aussi être intelligent plutôt que tout de suite se mettre en porte-à-faux et créer des pressions externes. Parfois, il faut savoir calmer les choses pour qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes. Et supporter, du coup, indirectement la cause, mais en bonne intelligence. Okay. Ou alors qu'elle continue, mais finalement sans polémique, quoi. La polémique, c'est... Ah non, si tu vois que ça... tu vois, tu trouves ton truc. Si tu vois qu'il y a besoin d'intervenir, parce que tu as quand même tes relais, tu interviens, mais si jamais ça passe pas le vote cette année des sous que tu devais donner, pour une raison ou pour une autre, c'est dommage. Mais ça imprime aussi des choix. Parfois, il faut savoir en dessous, quoi. Nous allons passer à un autre thème. Alors oui, ces dernières années, on a vu une baisse importante des financements pour la culture nationalement, mais aussi localement. Avec par exemple en 2022 le nombre d'ateliers dans les centres culturels qui est passé de 300 à 200. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à la culture, aux centres culturels, à toute cette gestion Je commence et tu y vas après ou tu veux commencer? Vas-y, commence. Moi, je verrais bien... Alors, non, parce que j'aime beaucoup le macramé. Et donc, à ce titre-là, je verrais bien des ateliers macramé dans toute la ville, parce que c'est mes choix. Et parce que c'est moi qui les impose, puisque c'est moi le maire. Voilà, désolé.
c'est OK. C'est beaucoup de pression une campagne. Oui, c'est très difficile. Je vous remercie de m'accueillir d'ailleurs dans ce cercle de parole. Non, pardon. Vas-y. Alors, chez nous, c'est Sophie qui est en charge de la culture. Elle n'est pas là, mais elle en parlerait beaucoup mieux. J'aimerais bien rebondir sur une de tes suggestions tout à l'heure, quand tu as parlé de personnes non francophones. Parce que je pense que le sujet de la culture, c'est aussi beaucoup suisse. En fait, il y a des cultures différentes à Limoges. Et on a tendance à penser qu'il y a quand même une culture assez occidentalisée, avec un théâtre de l'Union, bon, même s'il n'y a pas les musiques actuelles à l'opéra, mais il y a quand même trucs, tu as quand même, moi je trouve des rites un peu bourgeois, et nous on a beaucoup travaillé avec des associations, plutôt des, comment on appelle ça, bon bref, un truc de circassiens, d'art de rue, et nous on privilégie davantage les arts de la rue comme mode d'expression, si on avait à les financer comme mode d'expression démocratique, parce qu'on trouve que c'est dans la rue que s'expriment beaucoup de choses, plus que dans des lieux fermés, dans lesquels parfois c'est difficile de vouloir rentrer ou de se sentir légitime si on n'a pas eu cette culture acquise. Ça c'est une première chose, donc on aimerait proposer un festival d'art de rue un peu comme sur le modèle d'Aurillac, mais voilà, proposé en concertation avec les acteurs culturels. Qui est parallèle à Urbaka. Bon, ça se pose comme question, je n'ai pas la réponse, mais en tous les cas, il y aurait une permanence, en fait, des gamins qui lèvent la tête, quoi. C'est tout ce qu'il faut dans une ville. Donc, fais des trucs où ça impressionne les gens et ils se disent qu'est-ce que je croise tous les jours. Et ça doit être financé plus. Et ensuite, pour le reste, c'est compliqué parce que si tu veux agir sur l'accompagnement, la parentalité, sur les ATSEM, si tu veux trouver de la rénovation énergétique des bâtiments, mais qu'en même temps on te demande 1,5 million pour la culture, c'est compliqué. Par contre, nous, ce qu'on veut mettre en place, je te laisserai après aller sur cette question-là, c'est, comme d'habitude, des lieux. C'est à partir de lieux où tu te retrouves que tu peux savoir comment t'organiser. Donc, la multiplication de résidences d'artistes, la possibilité de pouvoir avoir des, comment on appelle ça, notamment pour les questions de plateau, en fait, souvent les mutualisations, quoi. Comment tu peux trouver des outils. Et en fait, très vite, c'est que de la débrouille, alors que c'est des procédés de création. Donc, c'est comment tu peux proposer, en tous les cas, des outils ou des lieux dans lesquels, en fait, tu peux et dormir, être reposé et accueillir d'autres troupes, d'autres endroits. Justement, c'est mon avis, mais je trouve que les centres culturels, ils ont beaucoup à offrir et on les a laissés se délabrer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est déjà super et qu'on pourrait revitaliser et qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour les revitaliser notamment, est-ce que vous prendrez en compte l'avis des personnes qui donnent des ateliers, celles qui en prennent, etc. Parce que, encore une fois, dans le truc de la démocratie participative, c'est important d'écouter les premiers concernés. Ouais, je rebondis sur toute la notion de festival. Qui participe au festival, du coup qui le prépare, qui le construit, qui a envie d'y mettre sa patte. Ça va être les principaux concernés, ça va être les habitants, ça va être les gens qui animent déjà des ateliers, des ateliers de danse. Et moi, je vais préférer parler des cultures plutôt que de la culture, au sens, Pour moi, faire en sorte que les cultures émergent, ça c'est un vrai défi. Il y a la notion de se réapproprier le dehors et j'abonde complètement à ce que vient de dire Tariq. Après, moi j'en sais rien de ce qui fait triper les 18-22 ans ou les 15-22. C'est pas à moi d'aller imposer. Il faut que tu fasses ça, ou il faut que tu t'exprimes à travers la peinture, ou il faut que tu t'exprimes à travers le travail du corps ou à travers l'expression musicale. En revanche, c'est OK, on vous met à disposition les moyens et les personnes pour vous aider à vous emparer de l'expression culturelle. Et là, d'un coup, ça prend une autre dimension. Donc, il y a une partie qui va être fait maison, notamment dans ces lieux-là, dans les centres culturels qui sont déjà existants, qui sont des écrins, qui fonctionnent très très bien pour ça. Et puis il y a une partie aussi de comment on va aller se nourrir au-delà de nous. Donc comment on va faire venir dans ces endroits-là d'autres cultures,
ou des gens que on a vu, parce que j'ai eu cette discussion-là samedi après-midi, un gars qui vient de Limoges, qui est dessinateur de manga, qui est parti au Japon, qui a une super carrière. Qui voulait rejoindre la liste, là ? Oui. Et il voulait, et du coup, quel modèle voilà, il pose la question, du coup, mais comment je peux faire moi, parce que moi j'aimerais bien partager, j'aimerais bien, et je lui dis, mais déjà, fais-nous une démo. Montre-nous, explique-nous comment tu dessines, ton parcours, pourquoi t'aimes ça. Voilà, donc il y a la culture fait maison. Ouais, je trouve pas d'autres expressions, mais il y en a probablement une. Donc excusez-moi et tous les gens qui sont vraiment spécialisés. Et Sophie, elle va me taper sur les doigts si je n'utilise pas les bons termes. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Tout le monde a le droit à la culture, mais tout le monde a le droit de participer à la vie culturelle aussi. Et puis il y a cette nécessité d'ouvrir aussi les écoutilles, d'ouvrir nos yeux, nos oreilles à des choses que je pensais même pas possible, où je ne savais même pas que je pouvais aimer. Mais ça se fait pas autour du dogme, ça se fait pas de quoi, tu as 22 ans, tu n'as encore écouté aucun opéra ? Ben non en fait, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, et voilà, et je n'ai pas 22 ans. Mais donc c'est vraiment cette double casquette de comment je fais, parce qu'il y a aussi derrière il y a aussi une histoire d'appropriation, de respect, de dignité, d'estime de soi. Voilà, quand je monte un projet artistique et culturel avec des gens de mon quartier et que je le présente, voilà, eh ben, je suis quand même sacrément fière. Vas-y, c'est fini. Je suis quand même sacrément fière. En plus, j'apprends des trucs. Et en plus, la culture, ça rend heureux et ça rend beau. Et on a besoin d'être beau. Je pense que la question, c'était aussi celle des équipements publics. Moi, j'avais un exemple, c'est l'abattoir de Limoges. Donc, la communauté urbaine, c'est la collectivité de rattachement de cet abattoir, qui est un des plus gros abattoirs publics de France. De très nombreux éleveurs en dépendent pour commercialiser leur production localement. Et depuis septembre 2023, la chaîne d'abattage des porcs est à l'arrêt. Et comme plus récemment l'a été aussi la chaîne ovine. Est-ce que cette question, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette question de l'abattage, en particulier des porcs, mais plus largement ? Et ce sera le dernier thème avant de conclure l'émission. On ne fait pas forcément de lien avec la culture. Non. C'était plus sur On a changé de thème. C'était une transition, disons. Je suis agile. Là, en fait, c'est un équipement public, comme les CCM, comme le sont les CCM, comme le sont les équipements sportifs. Enfin, et là, en particulier, c'est un équipement qui a besoin de rénovation, d'être réinvesti. Et du coup, il y a des agents publics. Quelle est votre politique là-dessus ? Eh bien, j'en sais rien. Il va falloir s'acculturer à la chose. J'ai bien un avis personnel, j'ai bien une petite idée, j'ai bien une idée des tenants et des aboutissants aussi, des nécessités de déboucher, de ne pas faire X dizaines de kilomètres à une bête, et que les abattoirs de proximité, ça a aussi un intérêt économique et ça a aussi un intérêt pour les éleveurs, ça a aussi un intérêt sur cette notion de circuit de proximité, même sans parler de circuit court. Après, là, au jour d'aujourd'hui, vous dire l'état des finances, l'état des investissements, la mobilisation des agents, les coûts sanitaires et les implications économiques, je vous raconterai des cracks. Alors, pour continuer sur l'abattoir, voilà, il y a un travail qui se met en place, qui est mis en place par les gens concernés par l'abattage. Donc, ce serait pour mettre en place un abattoir paysan, où l'abattage se fait par les personnes qui ont besoin d'abattre. Du coup, est-ce que, par contre, accompagner des initiatives comme ça, sans être experte et expert dans l'abattage, dans l'abattoir, voilà, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, vous, en tant que porteur d'un projet politique ? Tu vas où j'y vais ? Vas-y, si tu veux.
C'est la Conf Paysanne qui propose ça? C'est un groupe d'éleveurs concernés par du coup la fermeture de ces chaînes d'abattage. Ça rejoint la théorie du donut de tout à l'heure, en fait. Comment on fait pour évoluer avec les ressources dont on dispose? Si on a des ressources à disposition, si on a nécessité aussi pour avoir ces ressources-là, d'avoir un tissu d'éleveurs qui vivent correctement de leur travail, voilà. On en était où? Sur l'abattage, donc l'abattage Le paysan. groupement de propositions, voilà. Mais je peux te donner une petite réponse à ça? Moi, je pense que ce qui est super intéressant dans ces moments-là, enfin moi, ce que j'ai toujours aimé dans ma vie professionnelle, en tous les cas, c'est quand tu mets les gens autour de la table et que tu confrontes un peu ta culture politique, un peu celle de personnes auxquelles tu as confiance, qui soient un agent, qui soient des personnes que tu as regardé un petit peu comment ils ont fait ça, tu les mets autour et tu dis, allez-y, c'est quoi avantage, inconvénient, comment on peut travailler là-dessus? Et en fait, je pense que quand tu as une culture politique de gauche, à un moment donné, tu imprimes des choix qui correspondent à ceux-ci. Et s'ils sont complètement à l'opposé, tu mets un veto. Et si ce n'est pas le cas, tu avances. Donc je pense que vraiment, il faut faire confiance aussi à maîtriser des sujets avant d'en parler, quoi. Donc je suis d'accord avec le... Je sais pas. Avant de finir, est-ce qu'il y a un dernier sujet dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez aborder dans cette interview? Succinctement, plutôt succinctement. Succinct. Si, tu sais, on avait dit qu'on voulait parler d'un sujet qui s'appelle Los niños. Ah. Moi, je commence un petit peu comme ça, tu finis par le tour de la fin et je fais Si 40 tu veux. secondes, pas plus. Ouais. Moi, mon dernier boulot On va pendant... voir si tu les fais, les 40 Merci. secondes. Mais Moi, bon, mon dernier boulot pendant 5 ans, c'était de travailler sur les violences conjugales et en fait, j'ai travaillé sur l'accompagnement à la parentalité pendant plusieurs années. Et en fait, le vrai sujet, quand on parle souvent de pourquoi il y a des gens qui sont en déshérence psychique, émotionnelle, mentale, pourquoi il y a des parents qui sont en total craquage, pourquoi il y a des enfants qui ont des problèmes de santé mentale, pourquoi... En fait, le vrai sujet, selon moi, c'est les politiques publiques d'accompagnement à la parentalité. Elles sont extrêmement dévoyées par l'État aujourd'hui, les questions de l'enfance, de Bétaram, jusqu'à toutes celles qui ressortent aujourd'hui, notamment par la Ciivise, sont impensées. Et en fait, il y a un sujet d'urgence que nous, on a un peu documenté. Si on voit qu'il y a un enfant qui est victime d'agression sexuelle, souvent par ascendant, une fois toutes les 3 minutes en France, quand on a mis ça en corrélation avec Limoges, ça fait 2150 enfants sur un mandat. En fait, comment on le pense, cette question? Et donc moi, je pense qu'il y a une vraie mobilisation, et c'est pour ça qu'on l'a mis, et sur ce sujet, sur le sujet de la prostitution des mineurs, qui doit vraiment être pensé conjointement avec les associations. Et donc là, il n'y a rien d'autre à faire que de donner des sous, parce que ces gens-là savent extrêmement bien faire leur travail, ils ont des pratiques professionnelles de haut vol. C'est juste qu'à Limoges, il n'y a qu'un seul endroit qui fait ça, avec des barres aux fenêtres, et c'est 20 mètres carrés pour recevoir les parents, soit en séparation conflictuelle, soit en problème avec leur enfant. Donc il y a un vrai sujet à repenser le soin. En tous les cas, moi, si j'avais un truc où je voudrais beaucoup axer, c'est vraiment d'avertir sur ça. Et ça rejoint l'idée aussi de, du coup, c'est quoi le rôle de la collectivité, c'est quoi le rôle de la ville composée de tous ses habitants. Nous, on tient énormément, et même, enfin, voilà, surtout à titre individuel, en fait. Comment on fait grandir aujourd'hui nos enfants? Comment on les fait grandir en sécurité affective, en sécurité physique. Impensable de continuer à croire, impensable de continuer à croire que ceux qui ont les billes, ceux qui ont les bons soutiens s'en sortiront, et puis les autres, on verra bien. Et puis tu rentres le soir à la maison et tu as une petite fille qui te dit, mais en fait, pourquoi on n'est pas tous égaux? Et on est en grande section de maternelle. Ce constat-là, il est juste insupportable. Donc, comment on fait aujourd'hui pour que la ville protège, pour que la ville aide à grandir? Et donc, ça passe par tout ce que tu dis, et ça passe aussi par une prise de conscience, et les chiffres sont là pour nous dire que, en fait, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Quand tu fais ça, tu regardes de l'autre côté et il y a de nouveau un enfant en danger. Donc protégeons les enfants. Et investissons. Eh oui. On est maintenant donc à la fin de cette émission. Merci Tariq Ali Ben Ali. Pardon. Merci.
Oui, il est un peu long à rallonge. Hein. Tariq Alexandre, Ali Ben Ali, excusez-moi, et Julie Benzoni d'avoir répondu à nos questions. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager l'émission, commenter, liker, tout ça. Et si vous en avez les moyens, soutenez le média On est là sur Tipeee. C'est grâce à votre soutien qu'on peut faire ce genre d'émission. On se retrouve donc dans quelques jours pour la dernière émission avec la liste de gauche, d'union de la gauche, LFI, écologiste et Génération.s. Et d'ici là, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien rater.